Merci, Monsieur le Président. Et merci pour votre introduction. Je vais effectivement continuer dans la ligne droite de vos propos. Donc aujourd'hui, on parle de troubles neurodéveloppementaux en psychiatrie, les troubles des apprentissages, bien sûr, l'autisme, la schizophrénie, l'hyperactivité de l'enfant et de l'adolescent, le trouble bipolaire. D'ailleurs, on peut même se demander quels sont les troubles qui ne sont pas neurodéveloppementaux. Alors, d'un autre côté, est-ce que c'est nouveau? Développementaux, depuis toujours, les troubles pédopsychiatriques ont été développementaux. Et je pense que pour un psychanalyste, les troubles sont développementaux par construction, puisqu'ils s'ancrent dans la toute petite enfance. Neuro, il est difficile de dire que les troubles psychiatriques n'ont rien à voir avec le système nerveux central. Dire que les troubles psychiatriques sont neurodéveloppementaux, ça relèverait presque de la tautologie. Sauf que, alors, d'un côté, quand on écoute les collègues parler de troubles neurodéveloppementaux, on a l'impression qu'une étape a été franchie, une étape de sérieux. C'est-à-dire qu'avant, on racontait des trucs sur des troubles psychiatriques. Et aujourd'hui, on s'intéresse à des maladies qui ont à voir avec un organe et que ça fait quelque chose de plus abouti, de plus conforme avec la médecine somatique. Alors après, quand même, est-ce que dans notre pratique clinique, nous ne sommes pas des neurologues, nous sommes des psychiatres. Et la notion de troubles neurodéveloppementaux interroge notre spécificité professionnelle. Alors je vous propose, comme l'a fait le président de séance, de revenir en arrière et de voir comment a évolué la médecine, comment la psychiatrie s'est glissée là-dedans pour essayer de comprendre dans quelle mesure trouble neurodéveloppemental apporte quelque chose et dans quelle mesure peut-être il ne résume pas entièrement la situation. Alors, dans la plupart des pays, mais en particulier dans les pays occidentaux, aujourd'hui, nos patients sont très friands de prise en charge globale. Et curieusement, il y a très longtemps, la médecine était globale. La médecine chamanique est une médecine globale où on intègre la spiritualité des gens, leur environnement, le cosmos, la nature et la plainte. Et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Aujourd'hui, si vous avez un infarctus du myocarde, entre aller aux urgences du CHU et se faire soigner par un chaman, toute personne raisonnable choisira tout de suite. Donc la médecine chamanique a un intérêt, mais pas celui d'une efficacité thérapeutique. Il a fallu, petit à petit, au cours des 2500 dernières années, que des collègues commencent à observer précisément en quoi consistaient les maladies et en quoi consistait le fonctionnement des organes. Vous savez, donc pendant longtemps, on n'a pas pu disséquer des corps humains pour des raisons religieuses et puis pour des raisons même sûrement psychopathologiques. Le fait d'accéder à l'intérieur du corps humain, c'est quelque chose d'assez traumatisant. Donc nos collègues ont disséqué des animaux et puis en cachette, on disséquait des humains et puis au Moyen-Âge, ça s'est développé et puis le point culminant ça a été au XIXe siècle avec l'arrivée de la physiologie et on peut dire symboliquement de Claude Bernard qui montre la fonction glycogénique du foie. Alors je vais vous lire un tout petit passage de l'introduction à la médecine expérimentale qui montre à ce moment-là la forme de pensée paradigmatique de la recherche médicale. Voilà ce que dit Claude Bernard. Il y a évidemment quelque chose qui a été la cause de la mort chez le malade qui a succombé et qui ne s'est pas rencontré chez le malade qui a guéri. C'est ce quelque chose qu'il faut déterminer et alors on pourra agir sur ces phénomènes ou les reconnaître et les prévoir exactement. Alors seulement on aura atteint le déterminisme scientifique. Oui, c'est une très belle pensée cartésienne, pure. Notre patient va mal. Je veux comprendre pourquoi il va mal et en agissant sur les causes de ce mal, alors je pourrai le guérir. Et c'est vrai que ça a marché. C'est vrai que ça a marché. Depuis Claude Bernard, la médecine va beaucoup mieux qu'avant. Donc ça a été un succès. Ça a été un succès avec, comme tous les succès, des effets indésirables, enfin des effets collatéraux.
Le premier, c'est que la médecine d'organes est née de la physiologie. Nous avons des spécialités cliniques, nous avons des dermatologues, des pneumologues, des cardiologues, etc. Pour nous, c'est évident, mais en fait, rien ne s'est imposé de cette façon. Et la médecine d'organes académique est une conséquence de la pensée de Claude Bernard. Et nous, bien entendu, par définition, nous sommes psychiatres, nous sommes transversaux à cette pensée d'organes. Deuxième effet collatéral, dont on ne se rend même plus compte qu'il existe, c'est que réfléchissez au nombre d'heures de cours de biologie au sens large que vous avez eu pendant vos études de médecine. J'ai compté, ça fait à peu près 600 heures, en comptant la biochimie, la biophysique, etc., la physiologie, l'histologie. 600 heures. Combien de cours de psychologie médicale avez-vous eu? En France, c'est entre 2 et 20. Et quand on en parle à nos doyens, oui, bien sûr. Et alors? Et alors, en fait, regardez la pratique d'un médecin généraliste. De quoi a-t-il besoin au quotidien? Est-ce que c'est plus de biologie moléculaire ou de psychologie médicale? Ça se discute. Ça se discute. Alors, un autre effet collatéral de la pensée de Claude Bernard sur la psychiatrie, en particulier, c'est que quel est le corrélat de la pensée d'organes sur la pensée de la psychiatrie? La physiologie, la pensée de Claude Bernard appliquée à la psychiatrie, c'est les neurosciences, la neurobiologie. Alors, à propos du fonctionnement psychique, c'est pas la neurobiologie c'est le fonctionnement du cerveau. Ce sont les neurosciences cognitives. Les neurosciences cognitives, comment voient-elles le fonctionnement psychique de l'homme? Par définition, les neurosciences cognitives, c'est considérer le sujet humain comme un système traitant l'information. C'est la définition historique. Alors, là aussi, on a tellement l'habitude de dire ça que tout le monde va dire, oui, alors, le sujet humain est un système qui traite de l'information. Sauf que, le soir, quand vous rentrez chez vous et que vous saluez votre mari ou votre épouse, vous êtes un système qui traite de l'information. Alors, sur le coup, vous allez dire non, je ne suis pas ça, je suis un être humain, je rencontre un être humain, etc. Et puis, comme scientifique, vous risquez de vous dire, ah oui, mais finalement, alors, en fait, peut-être que je suis un système qui traite de l'information, même dans cette situation. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Considérer qu'un être humain est un système qui traite de l'information obéit à une certaine pensée paradigmatique. Si vous considérez que vous traitez de l'information, c'est que vous considérez qu'il existe une réalité extérieure à vous, qu'elle est captée par des organes des sens, et que vous traitez cette information. Mais c'est une certaine façon de voir un être humain. On peut aussi considérer un être humain comme un sujet jeté dans l'existence en face de la réalité, en tout cas de ce qu'il s'interroge sur ce qu'il y a en face de lui et qu'il appelle réalité. On peut considérer que le sujet pensant est premier et que l'environnement est second. Au contraire du paradigme cognitif qui considère que l'environnement est premier et que le système qui traite l'information vient après. Ce sont deux paradigmes complètement différents et franchement, pour un scientifique, rien ne dit que l'un soit meilleur que l'autre. Le fait que le paradigme cognitif soit aujourd'hui un paradigme de pouvoir vient tout simplement de considérations sociologiques et si ça se trouve dans 100 ou 200 ans ça ne sera pas la même chose. Alors revenons à la pensée de Claude Bernard. Dans la pensée de Claude Bernard, à l'origine de la physiologie, du développement de la médecine avec les succès que l'on connaît, sauf que ce sont des demi-succès. C'est que la tentative de Claude Bernard de penser une médecine déterministe a été un échec. Aujourd'hui, quand vous avez un patient, et que vous soyez cancérologue, cardiologue ou psychiatre, quand vous avez un patient en face de vous qui a une maladie bien étiquetée, quand vous lui donnez le traitement qu'il faut donner dans cette maladie, vous ne savez pas à l'avance si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Il n'y a pas de déterminisme thérapeutique, à quelques exceptions près, le traitement de l'œdème pulmonaire, etc. Le plus souvent en médecine, il n'y a pas de déterminisme dans l'action des thérapeutiques, qui est quand même notre métier numéro 1 de soigner les gens. Et alors ce qui est curieux, c'est qu'on peut imaginer que Claude Bernard l'a anticipé et que ça lui faisait mal au cœur. Alors je vais vous dire la suite du texte qu'il a écrit. Ce n'est pas à l'aide de la statistique qu'on y arrivera. Jamais la statistique n'a rien appris ni ne peut rien apprendre sur la nature des phénomènes.
J'appliquerai encore ce que je viens de dire à toutes les statistiques faites pour connaître l'efficacité de certains remèdes dans la guérison des maladies. Il n'aimait pas les statistiques du tout, parce que la statistique n'est pas une pensée déterministe. Et il ne voulait pas penser qu'évaluer les thérapeutiques, ça ne pourrait se faire qu'avec la statistique, ce qui est le cas aujourd'hui. Vous savez qu'on évalue les thérapeutiques qu'avec la statistique. Alors pourquoi? Parce que le sujet humain est trop compliqué. Il a fallu attendre la moitié du XXe siècle. Il y a eu des tentatives en particulier pour l'évaluation des antibiotiques. On soignait au début du XXe siècle, on soignait les pneumonies en injectant du sérum de cheval à qui on avait donné le microbe de la pneumonie. C'était très compliqué, ça ne marchait pas. Donc les premiers antibiotiques sont arrivés et on a voulu montrer que ces antibiotiques avaient une efficacité. Et on a voulu montrer cette efficacité à l'aide d'un modèle bernardien. Et on n'y est pas arrivé. Et même on a été jusqu'à des extrémités expérimentales très discutables, puisque vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour tester des médicaments, on les a appliqués à des détenus qui étaient dans les prisons américaines. Et là, on s'est rendu compte que la logique expérimentale était devenue folle. Et c'est à ce moment-là que des collègues américains ont vu ce que le statisticien Fisher avait écrit pour l'expérimentation en agronomie, où on faisait des essais randomisés depuis 10 ou 20 ans. Et on a transposé cette approche expérimentale d'essais randomisés au monde de la médecine juste après la Seconde Guerre mondiale. Alors, la pensée des essais randomisés, qui est la pensée de l'evidence-based medicine. L'evidence-based medicine n'est pas du tout la pensée de Claude Bernard. Quand vous regardez les articles d'evidence-based medicine dans le Lancet ou dans le New England Journal of Medicine, vous avez très peu de considérations physiologiques et moléculaires. Ce sont des considérations statistiques. Donc l'evidence-based medicine est une véritable rupture paradigmatique et même épistémologique dans le monde de la recherche biomédicale. Alors ce qui change, c'est qu'on n'a plus de déterminisme. Quand on teste l'efficacité des antidépresseurs chez les adolescents, on fait un essai randomisé et la réponse que l'on a, on ne l'a pas chez un adolescent. On n'a pas de loi universelle sur le fonctionnement des antidépresseurs, on a une loi sur des sujets moyens. En moyenne, l'antidépresseur fait mieux, et d'ailleurs c'est pas complètement sûr, mais quand même. L'antidépresseur fait mieux en tout cas sur des scores de dépression que le placebo. Donc en moyenne, il marche mieux. Donc sur un sujet moyen, il marche mieux. Or, curieusement, le sujet moyen n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose que l'on oublie dans notre vie de tous les jours. Mais vous voyez la rupture de conceptualisation entre Claude Bernard qui cherchait des lois qui marchent pour tous les patients, pour tous les foies fabriquent du sucre, à une pensée probabiliste où on cherche des lois sur des sujets moyens qui n'existent pas. Mais cette pensée statistique, en moyenne, elle est efficace. C'est-à-dire que si vous êtes formé à l'evidence-based medicine, à la fin de votre carrière, toutes choses égales par ailleurs, vous aurez sûrement mieux fait que quelqu'un qui ne suit pas les règles de l'evidence-based medicine. Toutes choses égales par ailleurs, bien entendu. Alors, la pensée de l'evidence-based medicine a aussi des effets indésirables. Outre le fait que les lois qu'elle trouve s'appliquent qu'à des sujets moyens, ce qui a des conséquences cliniques. Alors, en psychiatrie un petit peu, mais en cancérologie, c'est quelque chose de typique. Vous savez, quand quelqu'un a une maladie grave comme un cancer, il dit « mais pour combien de temps j'en ai ?» Et le médecin va lui dire « vous en avez pour 6 mois, 1 an, parce que c'est la médiane de survie dans telle maladie. » Mais si ça se trouve, il va vivre 3 ans, 6 ans, 6 mois, 1 semaine. Et donc vous voyez, on transforme une loi pour un sujet moyen en une loi qui s'applique à tous les sujets. Et après, les patients ou leur entourage sont toujours très étonnés de voir qu'on lui en avait donné pour 6 mois et il a vécu 3 ans. Il a vaincu la médecine. Il a été plus fort que la maladie. En fait, il a été plus fort que la statistique, tout simplement parce qu'il est un sujet. Il n'est pas un sujet moyen. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons tous des singularités qui nous appartiennent et que le sujet moyen perd toutes ces singularités parce que quand vous moyennez, toutes les spécificités se gomment. Et donc le sujet moyen de la psychiatrie est un sujet tout lisse. Alors
quand on parle d'un enfant avec des troubles des conduites, on voit un enfant avec des troubles des conduites. Et on oublie par exemple que l'enfant que j'ai en face de moi qui a un trouble des conduites, certes il vole, il ment, il tape, mais il ne tape que sa mère. Vous voyez, vous avez coté une catégorie moyenne et vous avez gommé ce qui fait qu'il est particulier et que bien entendu un trouble des conduites qui ne tape que sa mère, bah, pour la prise en charge ça n'a rien à voir avec un trouble des conduites qui tape. Comme autre effet secondaire, il y a que les patients souvent en ont un peu marre de voir que quand ils sont assis en face de nous, au bout de quelques minutes, ils ont l'impression que nous les regardons comme un sujet moyen. Parce que nous sommes en train de penser à notre thérapeutique, que notre thérapeutique s'applique à des sujets moyens. Et donc, notre regard n'est plus sur un enfant, mais sur un enfant avec des troubles des conduites. J'exagère. C'est pas vrai. Parfois. En fin de consultation, quand on est fatigué. Alors, et les patients se vengent. Les patients vont voir des médecines alternatives. Pour qui les patients ne sont pas des sujets moyens. Alors la médecine alternative, ça marche moins bien que ce qu'on fait, hein. Ça marche moins bien. Mais les patients vont voir les gens qui font des médecines alternatives. Parce que là, on les considère autrement que comme des sujets moyens. Alors nous, on se venge, on fait de l'éducation thérapeutique. On les éduque pour qu'ils deviennent de bons patients. J'ai rien contre l'éducation thérapeutique, c'est très bien. Mais réfléchissons quand même aux mots que ça veut dire, hein. Il faut éduquer les patients à être de bons patients. C'est quand même pas terrible. Même si, en fait, ça marche, hein. L'éducation thérapeutique, ça marche. Dans la schizophrénie, dans le trouble bipolaire, tout ça, ça marche, hein. Mais c'est pas joli comme mot. Donc, vous voyez, vous avez eu une pensée biologique, organiciste, déterministe, très présente dans les études de médecine, qui façonne notre pensée médicale et donc notre pensée psychiatrique. Comme elle est déterministe, c'est une pensée de savant, avec un grand S, une pensée de vérité, puisque comme c'est déterminé, alors c'est vrai. Mais cette pensée biologique, en fait, elle a des limites évidentes. Hein, ça ne marche pas complètement, en particulier pour prédire l'efficacité des thérapeutiques, ce qui est quand même essentiel. Et donc nous avons à côté une pensée statistique, de l'evidence-based medicine, qu'on n'aime pas tellement en psychiatrie. Hein. Le statut des collègues psychiatres qui font de la recherche en épidémiologie ou en recherche clinique, il est en dessous du statut social des collègues qui font de la recherche en neurosciences. Hein. Ils sont moins savants. Ils sont plus dans la pratique clinique. Et puis, c'est pas fini. Il y a, après le sujet qui a des organes, le sujet moyen, il y a le sujet qui s'assoit en face de vous dans votre consultation. Et il n'a rien à voir. Vous avez une famille qui s'assoit en face de vous, un petit enfant ou un adolescent, et ça n'est ni un sujet statistique, ni un sujet avec des organes. C'est la rencontre avec quelqu'un qui est unique, qui est comme vous, qui a peur d'être là, parce que toute rencontre avec un médecin nous fait penser qu'un jour on va mourir. Et le médecin vit cette rencontre avec la mort à chaque fois qu'il rencontre un patient. Et que ça n'a rien à voir avec le sujet statistique et le sujet de la biologie. Et c'est pourtant cette rencontre que l'on vit dans la pratique clinique de tous les jours. Et là, le problème, c'est que nous n'avons pas tellement d'outils scientifiques pour aborder ce sujet-là. On en a eu il y a une certaine époque, comme ça a été dit par le président aussi. On a eu la psychanalyse qui s'intéressait au sujet de la rencontre. On a eu la phénoménologie, au sens allemand du terme. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que de s'expérimenter comme un malade qui est submergé par la prise de sens de sa mort. Donc il y a des textes là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas publié dans les revues internationales à comité de lecture. Alors, j'en arrive maintenant à la fin de ma conférence et je reviens aux troubles neurodéveloppementaux. Les troubles neurodéveloppementaux obéissent à la pensée bernardienne. Voilà. Et on a le droit d'avoir une pensée bernardienne et on a le droit de penser la psychopathologie sous cet angle et on a le droit de dire que certains troubles sont neurodéveloppementaux, d'autant plus que c'est étayé par des données sérieuses. Il n'y a aucun problème avec ça.
Néanmoins, il ne faut pas penser en disant ça que l'on a accédé à la vérité de la pathologie psychiatrique naturellement. Alors la plupart des collègues qui s'intéressent aux troubles développementaux ne pensent pas ça. La plupart, certains si. Il ne faut pas oublier que ce qui va en pratique nous aider dans nos choix thérapeutiques, ça relève de la statistique, c'est très peu neurodéveloppemental, c'est beaucoup plus basique. Et puis que, pour répondre aux attentes de nos patients, il faut aussi savoir s'engager dans une relation humaine qui échappe à la statistique et au système nerveux central. Merci pour votre attention.